Eh bien écoutez, bonjour, je suis ravi aujourd'hui de recevoir Virginie Reutemann à double titre. Déjà, Virginie, elle me fait un plaisir incroyable, c'est que ce podcast a normalement été déjà enregistré, mais j'avais oublié d'appuyer sur play. Donc on a passé un super moment avec Virginie, mais malheureusement le podcast n'est jamais sorti. La deuxième chose, c'est que je suis ravi d'un deuxième titre, c'est que Virginie vient d'être réélue pour la deuxième fois, présidente de l'Ordre des experts comptables d'Île-de-France, et je suis ravi de la recevoir. Salut Virginie. Salut Valentin. Alors, on va commencer par le commencement. Qui est-ce que tu es en tant qu'individu et par quel parcours tu es passé? Je suis pas journaliste, hein, c'est des questions de mais merde. je sais pas ce que c'est que cette question-là. Elle est dure. Qui est-ce que tu es? Alors donc, je vais répondre facilement et puis on aura peut-être une conclusion un peu plus brillante après. Donc, je suis fille d'expert comptable et avec une génération de pères qui travaillaient beaucoup dans ces années 80, 90, 2000. Et donc, à l'âge de 7 ans, je décide d'être expert comptable. Et je deviens expert comptable à l'âge de 33 ans, 32 ans exactement, après m'être mariée, avoir eu 2 enfants. Voilà, voilà pour le qui tu es de manière, avec une réponse sur un bout de carrière professionnelle, c'est le plus facile. Ouais, je comprends. Et qu'est-ce que tu as vécu? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu deviens expert comptable? Comment est-ce que tu prends la tête des cabinets que tu as aujourd'hui? Comment ça se passe? Ah oui, tu veux que je re-raconte. Exactement. T'as envie que je re-raconte les petits pépins de ma vie. Alors, C'est horrible dit comme ça. J'ai envie que tu racontes ta vie et que les gens puissent te découvrir tel que tu es. C'est ça qui m'intéresse. d'accord. Euh, donc quand je décide à 7 ans de devenir expert comptable et que je le suis à 32 ans, en fait, donc ça fait 10 ans que je travaille. J'ai travaillé 5 ans dans d'autres cabinets d'expertise comptable et 5 ans avec mon père. Et il se trouve 3 mois après avoir mon diplôme, et donc je prends ça comme un signe du destin, mon père décède d'une crise cardiaque, donc c'est vraiment un décès accidentel, et donc je me retrouve en 3 jours présidente de 3 cabinets d'expertise comptable. Donc là j'ai 33 ans, et j'ai à gérer 3 cabinets, un à Montrouge, un à Boissy-Saint-Léger et un à Arras dans le Nord. 2 petites gamines qui ont 3 ans et 5 ans. M'occuper de ma mère qui évidemment est très sonnée parce que c'était une femme qui ne travaillait pas, une femme au foyer, donc qui se retrouvait veuve du jour au lendemain. Et donc j'ai eu à m'occuper d'elle de manière un peu intensive. Et puis aussi m'occuper un petit peu de mon frère qui a eu des petits pépins aussi. Donc j'ai eu une vie qui n'a pas été très très drôle pendant 5 ans à peu près, de 33 ans à 38 ans, où il a fallu que j'affronte les difficultés de la vie de manière assez régulière. Ce que j'ai fait, toujours peut-être de manière intense, de manière passionnée, et en prenant chaque difficulté peut-être comme un chemin à parcourir. Voilà, comme si j'avais un chemin dans la vie, et une difficulté, c'est ce qui me rendait plus forte. Et peut-être à chaque saut d'obstacle réussi, eh bien, c'était un nouveau commencement. Et c'est peut-être comme ça qu'on peut me définir, si tu veux. Ouais. Il y a beaucoup d'obstacles. Et cette réussite me dynamise encore plus pour peut-être affronter l'obstacle d'après. Donc j'ai eu cette vie-là pendant une dizaine d'années, donc de reprendre 3 cabinets d'expertise comptable, de m'occuper de ma mère qui en plus décède assez rapidement après mon père, parce que dans ces couples un peu fusionnels, il y a toujours des maladies qui surgissent de nulle part, et donc 2 ans après ma mère décède, et mon frère va encore plus mal, il était restaurateur, je m'occupe aussi de ses restaurants, donc je m'occupe de mes filles, des cabinets d'expertise comptable, de tout ça, donc tout ça, ça dure 5-10 ans, le temps de tout apaiser. Et là, je développe un petit syndrome, je pense, d'hyperactivité qui a du mal à me quitter. Et donc, une fois que toutes ces situations stabilisées, je vends un premier cabinet d'expertise comptable, j'en vends un deuxième, je n'en garde qu'un. Mon frère qui allait mal va beaucoup mieux.
Je fais pousser mes filles, je les fais grandir. Au bout de 10 ans de tout ça, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien aller mettre peut-être cette énergie au service de cette profession que j'aime tant, puisque la profession d'expert comptable, évidemment, il y a une dimension affective, puisque c'était la profession de mon père. J'avais envie de donner de cette énergie et puis faire partager ma vision. Et donc là, je suis rentrée dans un syndicat d'experts comptables qui s'appelle ECF, Experts comptables de France. Et j'ai croisé des gens visionnaires, passionnants, comme Laurent Benoutiz, Serge Anouchian, Julien Tocard, et évidemment j'en oublie. Des gens qu'il faut que tu me présentes. Hein. Enfin, Laurent, je le connais déjà, mais les autres, il faut que tu me les présentes. Ça y est, tu l'as reçu, Laurent ? Non, pas encore, il vient la semaine prochaine. Voilà. Donc, oui, bien sûr, je te les présente quand tu veux. Et avec ces rencontres-là, à un moment donné, on m'a proposé d'être peut-être la présidente de l'Ordre des experts comptables d'Île-de-France. J'en étais flattée, j'en étais ravie. Puis j'ai pris goût à ce combat politique. Et voilà comment, en 2021 ou janvier 2022, je deviens présidente du conseil régional. Et là, on sort d'une élection difficile. Qui s'est terminée mardi dernier. Qui s'est terminée, avant-hier. Je sais donc depuis avant-hier que je suis nouvellement renouvelée à ce poste que j'adore. Parce que j'ai tout le temps des idées. Une des dernières idées, c'est le livre que je t'ai apporté. Là, on a fait la passion du chiffre. N'hésite pas à le montrer à la caméra qui est juste ici pour que tu puisses la voir. J'adore cette idée. J'adore les dictionnaires amoureux qui sont aux éditions Plomb. Alors, on n'avait pas la prétention d'être aussi fort que ces rédacteurs-là. Et là, on a demandé donc à beaucoup d'experts comptables, on a 50 rédacteurs, de choisir des définitions. Et donc, c'est je trouve plus le nom par ordre alphabétique, donc un lexique. Non, pas un lexique, mais c'est pas grave, on le retrouvera après. Quand on tournera la 3e fois ce podcast, parce que le micro n'aura pas encore fonctionné, on trouvera le bon mot. Bref, il y a des illustrations, puis il y a des mots et des titres, des définitions de mots, 50 rédacteurs, et j'adore cet ouvrage-là, que je trouve très beau. Et nous, experts comptables, on a quand même donc tiens, je te l'offre, c'est pour toi. Un grand merci beaucoup. Et comme on a des problèmes d'attractivité, puisque à part Virginie Roitman qui rêve à l'âge de 7 ans d'être expert comptable et commissaire aux comptes, peu de personnes rêvent d'être expert comptable dans la vie et de partir dans cette filière-là. Eh bien, c'est un outil d'attractivité qui me tient à cœur. Très clair. On va redécouper tout ce que tu viens de nous dire, parce que tu nous as donné des trucs qui étaient ultra enrichissants. Et on va revenir sur tout ça, parce que moi, ça m'intéresse. Ça m'intéressait lors du premier podcast. Alors, tu m'as dit, ouais, fais en sorte d'être aussi authentique que tu l'étais la première fois, ne me pose pas les mêmes questions. Il y a des impondérables. Les questions que je vais te poser font partie des impondérables. Et je t'ai tricoté quelques autres questions beaucoup plus naturelles que tu auras a posteriori. Déjà, je veux savoir comment tu te sens et comment est-ce que tu trouves la force à 33 ans, alors que ton papa vient malheureusement de décéder, de gérer 3 cabinets d'expertise comptable, et comment est-ce que tu organises tout ça ? Parce que tu as une vie qui est extrêmement riche, tu dois t'occuper de tes deux petites filles, de ta maman qui va pas très bien, de ton frère, tu subis toi aussi une nouvelle qui est très très difficile, et tu n'as surtout que très peu d'expérience, parce que tu viens d'avoir ton DEC, et là tu te retrouves à la tête de 3 cabinets, 2 qui sont en Île-de-France et 1 qui est dans le nord de la France. Donc je crois savoir qu'un cabinet ne va pas très bien, ou en tout cas doit être remis à plat pour repartir de l'avant. Comment est-ce que tu trouves cette force et qu'est-ce que tu mets en place concrètement pour faire en sorte que ces cabinets puissent s'en sortir ? Il se peut que j'ai un autre... avec le syndrome d'hyperactivité, je suis aussi hyper responsable. Donc il n'est pas possible de ne pas faire face aux responsabilités. Donc il y a 3 cabinets à gérer, il y a 3 cabinets à gérer. Ça ne se discute même pas, il n'est même pas pensable de ne pas être à la hauteur du défi. Quand mon père décède, comme ça, en 3 jours, pour moi, je le prends comme un signe du destin et je me dis, il m'a laissé la place. Et quand mon père me laisse la place,
évidemment qu'il faut que je sois à la hauteur. Il n'y a pas d'autre voie que celle-ci. Donc j'ai jamais eu le temps de victimisation. Je me suis jamais sentie victime. En fait, j'ai pris ces événements comme des opportunités, peut-être de me dépasser. J'étais pas débutante quand mon père est décédé. Ça faisait 10 ans que je travaillais, donc j'avais quand même un peu de bouteille. En revanche, ce qui était difficile, c'est que les clients... Alors, les clients ont été... expert comptable, c'est une profession de proximité, c'est un peu comme médecin généraliste. Hein. Donc, il y a un attachement entre l'expert comptable et son client, parfois un peu familier. Et tous les clients de mon père à cette période-là, quand mon père décède, ils se sont tous beaucoup projetés dans lui en se disant tiens, j'ai déjeuné avec lui la semaine dernière, il était en pleine forme, ça pourrait m'arriver. Et avec cette identification et cette compassion-là et cette bienveillance, j'ai été très bien accueillie parce que j'étais la fille de mon père, il me connaissait les clients depuis 5 ans. Donc j'ai eu droit à la fidélité des clients et rapidement à leur confiance. Donc ça c'était réchauffant en fait, ouais. Et ça me donnait confiance aussi. La seule difficulté que j'ai eue, c'est que techniquement parlant, on avait 30 ans d'écart entre mon père et moi d'expérience professionnelle. Donc les clients qui 3 jours avant posaient des questions compliquées techniquement à mon père, 4 jours après, ils me les posaient à toi. Et me les posaient à moi. En fait, c'est comme si on avait été les mêmes, en fait. Et ce que mon père pouvait savoir du tac au tac, je ne le savais pas. Donc là, j'ai beaucoup travaillé. Je me suis formée. Rien n'a été facile, rien n'a été comme ça. C'était pas du tout un long fleuve tranquille. C'était compliqué. Je me suis formée, je me suis fait aider, je me suis fait accompagner. Et j'ai passé... je pense que j'ai... en termes de compétences professionnelles, j'ai peut-être appris en 3 ans ou en 5 ans ce qu'on apprenait en 30 ans. Parce que j'avais l'obligation, en fait, je m'obligeais à être à la hauteur. L'hyper-responsabilité. Voilà. Donc ça, c'est pour la compétence technique. Mais comment factuellement on fait en tant qu'expert comptable pour gérer 3 entreprises en tant que dirigeant opérationnel, alors qu'en réalité, déjà en gérer une, c'est compliqué? Alors déjà, j'étais pas dirigeante opérationnelle des 3. J'étais dirigeante opérationnelle d'une entreprise. Après, sur les 2 autres cabinets, il y avait des experts comptables qui les géraient. Malheureusement, il y a un expert comptable qui a fait des conneries. Bon, j'ai dû reprendre la gouvernance au bout d'1 an. Donc là, au bout de 2 ans, je me retrouve là en direction opérationnelle de 2 cabinets. Et le 3e, il roulait presque tout seul avec l'expert comptable, celui de Arras. Donc c'était pas une charge de travail tant que ça. Mais rien que de s'occuper du cabinet de Montrouge où il y avait 10 collaborateurs, c'était déjà beaucoup pour moi toute seule parce que j'étais pas prête. Ouais. Et que techniquement c'était compliqué. Donc j'ai beaucoup travaillé en fait. Et comme j'ai toujours souhaité en fait, j'avais qu'un objectif, c'était être présente pour mes filles. En fait, je voulais faire grandir mes filles. Tout comme aujourd'hui, j'ai envie de faire grandir la profession d'expert comptable. Être là et faire grandir, c'est mon truc. Il fallait que je fasse grandir mes filles, et donc pour faire grandir, il fallait que je sois là. Donc j'avais décidé de rentrer tôt le soir. Alors le rentrer tôt le soir dans mon système et mon modèle familial, on est à 19h30. Hein. Mon père rentrait tous les soirs à 21h, 21h30. Hein. Donc okay. Quand je rentre à 19h30, je rentre tôt et je ne travaille pas beaucoup. Donc je rentrais tôt pour mes filles. Je rentrais et je bossais pas le week-end. Et les week-ends où je les avais pas parce qu'on était séparés avec le père des filles, et bien là je passais tout mon week-end à bosser. Donc moi je me suis trouvée très présente, donc parce que j'étais un peu plus présente que mon père ou que mes parents réunis, je me suis trouvée plus présente, mais
j'ai l'impression que c'est pas tout à fait partagé par mes filles. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, pour faire tout ça, il faut être hyper organisé. Je suis hyper organisée. Par exemple, quand je me suis occupée du cabinet de Boissy-Saint-Léger, là, il y avait 5 collaborateurs, j'allais tous les mardis, et l'organisation était faite comme ça, de tous les mardis, je voyais 10 dossiers par jour, hein, toutes les demi-heures, toutes les heures, etc. J'ai tout assumé, et ce que j'ai bien aimé, hein, si on peut faire une mini-conclusion, c'est que, en fait, en régime de croisière, en fait, j'ai réussi à faire en 35 heures par semaine ce que mon père faisait en 70 heures. Et ça, je trouve que c'est une vraie conclusion d'organisation du travail. Alors, je savais plus déléguer que lui, ou je faisais différemment. Le cabinet faisait plus de... tu vois, au bout de 5 ou 10 ans, le cabinet que j'avais faisait plus de chiffre d'affaires que celui de mon père. Et je travaillais presque 2 fois moins. Et donc, l'histoire de l'organisation du travail et des tâches ont toujours été pour moi un sujet intéressant, parce que je sais qu'on peut faire une tâche en 2 heures, en 1 heure ou en une demi-heure. Ça dépend le niveau qu'on se fixe, et ça, c'est toujours très passionnant dans les organisations. Moi, c'est un sujet qui me passionne. Quand tu regardes la taylorisation, la fordisation, donc au période de la révolution industrielle, tu vois qu'en fait, les systèmes de travail sont complètement changés, les machines arrivent, etc. C'est ce qu'on a connu au début des années 2000 avec l'arrivée d'Internet, la mise en place de logiciels, etc. Et aujourd'hui, on voit qu'on est dans une révolution technologique où on remet les cartes sur la table par rapport à l'organisation du travail et par rapport à ce qu'on met en place. Nous, aujourd'hui, chez Libéral Conseil, on est en capacité de pouvoir remplacer 4 ou 5 producteurs qu'on avait déjà dans les entreprises que j'avais il y a 4 ans. On ne parle pas de 25 ans, mais il y a 4 ans. Avec de la production de contenu, avec des choses qui sont complètement automatisées, qui ont un niveau de qualité qui est quasiment identique à un humain, voire parfois supérieur, et aussi avec une sécurité en termes de production qui est irréprochable. Et ça, la sécurité dans la chaîne de production, c'est essentiel. Tu travailles chez Lactalis, tu ne peux pas te permettre qu'il puisse avoir une bactérie qui soit sur ta chaîne de production ou un cheveu qui soit sur ta ligne de fabrication. C'est la même chose chez nous. Quand on sort un contenu, il faut qu'il soit nickel, et la machine fait moins d'erreurs que l'être humain. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à s'organiser de façon plus qualitative pour faire en sorte que l'humain soit essentiel, mais que la machine puisse finalement le suppléer en termes de sécurité et de qualité? Est-ce que tu réfléchis à ces questions aujourd'hui? C'est un vrai sujet alors des experts comptables, parce qu'on est évidemment, l'automatisation, la numérisation et maintenant l'IA touchent notre pratique quotidienne. On a en plus un sujet que nous connaissons depuis 15 ans à peu près, c'est le fait que nos filières soient dans le plein emploi. Ce qui fait que ça fait 15 ans qu'on a du mal à recruter. Et donc, quand on a du mal à recruter, quand il y a des systèmes d'automatisation assez performants, on a, j'ai envie de dire, pas le choix d'aller naturellement vers cette nouvelle façon de travailler pour essayer de répondre gentiment à ces 2 contraintes. Si on veut, à ces 2 opportunités qui répondent aux contraintes du manque d'attractivité, donc de nos difficultés de recrutement, et de s'accaparer ces nouvelles techniques de production comptable. Donc c'est des vrais sujets. C'est pour ça que je te disais que c'est très intéressant, en fait. On va dire mes pépins d'hier et mon obligation de travailler vite et de trouver des solutions servent aujourd'hui déjà dans mon cabinet, et peut-être aussi à l'ordre des experts comptables quand j'en suis la présidente, parce que il faut changer nos process. Depuis que je suis présidente de l'ordre, donc depuis 3 ans, j'ai beaucoup parlé de transformation. Il y a des séminaires de transformation aux universités d'été. Tous les ans, aux universités d'été Porte-Maillot, on accueille 6000 experts comptables et commissaires aux comptes et experts comptables stagiaires pour les former. Il y a des parcours qui les aident à se transformer. Tout ça, c'est gratuit. Il y a les ateliers de la transformation. Ça fait 3 ans que j'essaye de dire, enfin que je dis, et j'essaie d'être entendue,
parler de la transformation de nos métiers, donc de nos process, de nos postures managériales, de notre posture en termes de chef d'entreprise. C'est des vrais sujets où il me semble impératif que l'ordre soit présent. Et donc, à mon petit niveau, je l'ai été en sensibilisant les experts comptables. On est notre filière qui est gérée par l'éducation nationale fabrique des hyper-techniciens. Nous, experts comptables, nous sommes des hyper-techniciens. Des hyper-techniciens de la comptabilité, des hyper-techniciens de la fiscalité, des hyper-techniciens de la fiche de paye, des hyper-techniciens du juridique annuel. En fait, tout ça, c'est un hyper-technicien de la TPE-PME dans la case conformité. Peu de professionnels parlent couramment TPE-PME. Nous, experts comptables, on sait gérer l'entreprise de 2, 3, 4, 5, 10, 20 personnes. On sait le faire et on s'occupe de tout parce que dans ces petites structures, le chef d'entreprise n'a qu'un seul rôle, c'est d'être dans la production et la technicité. Donc, qui s'occupe de l'administratif, du fiscal, du social, du contrôle fiscal, du contrôle d'URSSAF, qui gère, c'est l'expert comptable. Parce qu'il y a une telle technicité qu'un chef d'entreprise ne peut pas le faire. Il voudrait le faire, mais il n'y arriverait pas. Faire une déclaration de TVA, c'est compliqué. Donc, ce rôle de l'expert comptable au cœur de l'entreprise, il doit évoluer, et il doit évoluer avec le temps, avec l'automatisation. Certains, maintenant, chefs d'entreprise, avec des robots comptables ou des néobanques qui se mettent sur ces filières-là, pensent faire un travail d'expert comptable. Alors, souvent, il y a des problèmes de communication, il y a du marketing avec ces néobanques qui vous dit voilà un expert comptable pour 9,90 € par mois. On n'a pas un expert comptable pour 9,90 €. On a simplement de la saisie comptable. On a simplement la mise à disposition d'un logiciel de compta. Moi, quand j'ai d'une plateforme de compta, quand j'ai débuté à l'époque, on allait à la Fnac, on achetait Ciel Compta pour peut-être 99 francs, ce qui fait 15 € aujourd'hui. Et c'était le moyen pour le chef d'entreprise de faire sa petite saisie lui-même. Aujourd'hui, c'est plus de la petite saisie, mais ces plateformes de comptabilité sont en fait des plateformes de captation de données. Ça ne fait pas le boulot d'un expert comptable. Mais c'est incroyable d'ailleurs pour l'expert comptable parce que ça lui donne de la donnée qui est plus ou moins bien classifiée, qui est plus ou moins bien rangée, et le travail à faible valeur ajoutée qui était nécessaire d'être fait par l'expert comptable parce que personne ne pouvait le faire au sein des entreprises. Mais en fait, aujourd'hui, l'expert comptable a beaucoup plus un regard de contrôle, de rectification ou d'interrogation de son chef d'entreprise avec lequel il travaille, son client, mais il rentre aussi dans beaucoup plus de valeur. Là où l'expert comptable était vu à l'époque comme vulgairement un comptable, et je le mets bien entre guillemets, aujourd'hui, ou en tout cas demain, on est convaincu que l'expert comptable ne sera plus du tout qualifié de comptable. Il sera vraiment qualifié de consigliere, de conseil vraiment de celui qui parle à l'oreille du chef d'entreprise. Et ça, on en a besoin aujourd'hui. Et tu résumes parfaitement l'objectif que je veux faire en tant que présidente de l'ordre et l'objectif de toute cette sensibilisation à la transformation. Donc notre expert comptable hyper technicien doit comprendre qu'il doit avoir des compétences aujourd'hui, les fameuses soft skills, pour switcher vers ces nouvelles missions de conseil, de full service, d'accompagnement. Il faut à un moment donné qu'on prépare la profession. Ouais. Mais ça, aujourd'hui, tu crois que c'est d'ores et déjà possible? Parce que tu as par exemple les experts comptables, comme les avocats, comme les notaires, comme les médecins, comme les architectes, etc., etc. Toutes les professions de spécialistes qui ont étudié au sein d'universités ont été formés à devenir des experts du secteur. Ce que tu qualifies toi d'hyper spécialiste, et je suis complètement aligné avec toi. Mais jamais au grand jamais, on leur a appris à devenir des patrons d'entreprise. Alors qu'avant d'être expert comptable, vous êtes tous patrons d'entreprise. Vous êtes associés de cabinets d'expertise comptable et vous êtes des patrons. Donc on doit maîtriser la strat, on doit maîtriser la vente, le management, le recrutement, la com, le pilotage financier, etc. Bon, ça en règle générale, c'est plutôt bien fait, encore que. Mais ça, on ne l'a jamais appris dans les formations initiales que vous avez pu suivre en tant que professionnels libéraux. Ça, c'est mon premier point.
Et mon deuxième point, j'ai un souci avec la terminologie de soft skills parce qu'en réalité, ce sont des vraies compétences dures qu'on doit aller chercher et qu'on doit apprendre aux experts comptables. Notamment, tu vois, tu parles des métiers de conseil, c'est des vrais métiers, c'est le métier que j'exerce au quotidien, etc. Ce sont de vrais métiers avec de vraies méthodes, etc. Est-ce que vous, ordre des experts comptables, ou en tout cas des écoles que vous gérez peut-être, vous faites en sorte de pouvoir permettre aux experts comptables d'acquérir ces compétences? Oui. Moi, j'ai fait exprès de m'arrêter là parce que comme j'ai des réponses qui sont toujours très très longues. Et non, justement, on veut des réponses longues, je veux pas un simple oui, je la connaissais la réponse. Je sais que tu la connais. Deux choses. Donc justement, quand on organise à l'ordre les universités d'été porte-maillot et ou les parcours de la transformation, donc ça c'est de l'information et de la sensibilisation. Et par exemple, les thématiques des premiers parcours de la transformation, ça a été comment je deviens chef d'entreprise, comment je manage, comment je vends, comment je fais une politique d'offre. La deuxième, ça a été les missions de full service. Quelles sont les missions qui s'offrent aux experts comptables? Donc on peut proposer aujourd'hui une mission de mise en place de la facturation électronique. On peut proposer une mission de critères extra-financiers. On peut proposer des missions de gestion de patrimoine, de DAF externalisé, etc. Donc on sensibilise et on informe beaucoup, avec beaucoup de webinaires, de journées thématiques, la journée des associations, des séminaires aussi. Donc si l'expert comptable veut se spécialiser dans le secteur associatif, il a toute la palette. Aujourd'hui, l'Ordre des experts comptables propose toute la palette en fait de missions pour le sensibiliser. D'accord? Donc là, on est dans l'information. Après, il y a la formation. Et c'est pour ça que l'Ordre a acquis, il y a quelques années, peut-être 7 ans, 5 ans, je ne sais plus, une école. Et nous avons la gouvernance d'une école qui s'appelle Subexpertise, en collaboration avec la Compagnie des commissaires aux comptes et de Versailles et de Paris. Et cette école, on la gère pour gérer et à la fois la formation initiale. On a 700 apprentis tous les ans. Et la formation continue, parce qu'on a parlé des médecins tout à l'heure, alors que le médecin a l'internat à faire, nous, experts comptables, on a un statut d'expert comptable stagiaire, on a 3 ans de stage à faire avec des formations. Donc, on forme. Mais on ne se contente pas, que ce soit pour la formation initiale ou continue, de se limiter à des formations techniques. Et en formation initiale, on ne se limite pas au programme qui nous est imposé par l'éducation nationale, parce qu'aujourd'hui, on le trouve insuffisant. On le trouve insuffisant parce qu'il y a un délai de réaction de l'éducation nationale qui prend 2-3 ans. Donc là, quand on avait la gouvernance du Conseil national de l'ordre, on a eu beaucoup de tractations avec l'éducation nationale pour rajouter des briques dans notre diplôme qui peuvent être la durabilité, par exemple, mais le temps que ce soit accepté par l'éducation nationale et que ça arrive dans les programmes, ça prend 2-3 ans. Donc ce ne sont pas des soft skills, tu as raison, ce sont d'autres compétences dont nous avons besoin pour les métiers. Depuis le temps qu'on parle des métiers de demain, on doit être à aujourd'hui maintenant. Donc, on le sait aujourd'hui que le chantier de la facture électronique va être un bouleversement dans nos cabinets et que la facture électronique et le pré-remplissage de la TVA par l'administration fiscale va avoir pour conséquence dans nos cabinets d'expertise comptable une baisse de chiffre d'affaires d'à peu près 60%. Ça va arriver dans les 5 ou 10 ans. Je ne sais pas quand exactement. La facture électronique, c'est 2026, mais le temps que ça se mette en place. La TVA, on ne sait pas quand. On n'a pas la TVA pré-remplie, on n'a pas le calendrier. Donc, dans les 5 ans ou dans les 10 ans, on va avoir un chiffre d'affaires qui va switcher avec d'autres missions. Alors que je discute avec mes copains avocats, certains sont persuadés que le chiffre d'affaires des cabinets d'avocats va mourir à 80%. Moi, je n'ai pas du tout cette vision-là. Je sais qu'on va avoir une baisse de 60%, mais je sais aussi que le chef d'entreprise a besoin de conseils. Et a besoin de conseils
qui peut être, demain, il y a une obligation de faire des factures électroniques. Nous, experts comptables, on peut les faire pour le client. Donc on a toutes ces missions à proposer. On peut s'occuper aussi du recouvrement de ses créances clients. On peut s'occuper aussi du paiement de ses factures d'achat. On peut s'occuper de plein de choses administratives. Malheureusement, nous sommes en France. La simplification, c'est un vœu pieux et on n'y arrive jamais. Donc, on a de plus en plus de complexité. Et par exemple, les nouveaux critères extra-financiers qui s'imposent aux grandes entreprises à partir de 2026 vont ruisseler vers les petites entreprises. Ça a été le cas de Sapin, ça sera le cas de toutes les lois. Ça va ruisseler vers les sous-traitants, ça va ruisseler vers les plus petites entreprises, etc. Et puis ça l'est déjà. Nos clients TPE, PME qui répondent à des appels d'offres, on leur demande des critères extra-financiers, d'égalité homme-femme, de bilan carbone, etc., etc. On peut se positionner là. Donc il y a un champ des possibles extraordinaire pour rester en fait au cœur de la TPE, PME pour l'expert comptable. C'est pour ça que je suis très confiante. Il faut simplement prendre conscience qu'on est en train de changer, mais peut-être comme 90% des métiers dans le monde, parce qu'on est tous en train de vivre une révolution technologique. Mais ce qui est important, c'est aussi de se rendre compte qu'aujourd'hui, la tenue comptable et le respect finalement régalien de ce que vous aviez aujourd'hui, déclaration, bilan annuel, etc., ce n'est plus un centre de profit en tant que tel, c'est uniquement un moyen d'acquisition pour les opérations à forte valeur ajoutée que vous allez pouvoir proposer à vos clients. Et moi, je suis totalement aligné avec toi. Aujourd'hui, quand on regarde, et ça existe chez les avocats, des gens qui font encore des PV d'AG, des AGOA, etc., notamment en région, où on a des chiffres d'affaires de cabinets d'avocats qui sont tenus à 50% par ce genre de choses. On sait très bien que si ces cabinets ne bougent pas, ne se transforment pas, ils vont mourir. Et en réalité, c'est que tant que ça tombe, à chaque fois, on leur dit vous allez mourir, vous allez mourir, vous allez mourir, mais ils ne meurent pas. Donc en fait, ils continuent. Mais ça va arriver, et c'est une certitude. Mais aujourd'hui, moi, la question que j'avais, c'est qu'est-ce que vous allez faire des 110 000 collaborateurs comptables qui travaillent aujourd'hui dans vos cabinets? Parce que je crois connaître ton point de vue. Tu es persuadé que ces collaborateurs, on va pouvoir les former et les faire travailler sur d'autres tâches. Moi, j'espère que tu as raison. J'espère que tu es dans le vrai. Mais j'ai peur que les collaborateurs comptables actuels qui s'occupaient de la saisie ou en tout cas de tâches administratives à faible valeur ajoutée n'aient pas la capacité technique ou n'aient pas la capacité, disons-le, intellectuelle, de pouvoir monter sur des missions à plus forte valeur ajoutée. Est-ce que ça, c'est une crainte que tu as ou pas du tout? Tu es convaincu que ça va être possible? En fait, je ne suis pas du tout convaincue de ce que tu dis parce que tu as fait des raccourcis. Comme toujours. On a 180 000 collaborateurs dans la filière. Donc, ce n'est pas 110 000, c'est 180 000. Okay. Après, il y a différents niveaux de mission de demain. Moi, je suis persuadée que la personne qui faisait la saisie hier, aujourd'hui, elle ne fait plus de saisie, mais elle fait de l'imputation de flux. Elle a déjà évolué, elle s'est déjà transformée. Demain, je peux lui demander de s'occuper peut-être de faire les factures des clients. Ce ne sont pas des tâches à forte compétence, faire des factures de vente. Elle peut aussi, cette personne-là, surveiller les encaissements des clients et relancer les clients des clients. En fait, ces missions de full service, qu'on appelle nous missions d'accompagnement dans notre jargon, sont des missions à compétences équivalentes aux missions de saisie. Okay. Donc, je ne te dis pas que je vais transformer une opératrice de saisie. Donc, ce job, il n'existe déjà plus. Parce qu'on l'a déjà transformé, l'opératrice de saisie. Parce que vous les avez déjà délocalisés. Enfin, en gros, une grande partie de la profession, on les délocalise dans des pays... Pas forcément. Non, oui. Mais ça existe. Ah oui. Il y a des délocalisations dans des pays francophones, au Maghreb, à Maurice, à Madagascar. Il y a des délocalisations. C'est sûr. Et après, ces comptes-là. Mais c'est pas compté dans les 180 000 collaborateurs dont je te parle. Les 180 000 collaborateurs, ils sont sur toute la France. Et là, tu as des collaborateurs de tous les niveaux. Donc, j'ai envie de dire, à chaque niveau de compétence, il y a encore aujourd'hui dans la TPE-PME une tâche à faire. Parce que le chef d'entreprise n'a pas le temps de le faire. Et dans nos sociétés
où on a envie d'un équilibre vie professionnelle, vie privée, le chef d'entreprise, soit il passe tout son week-end à faire ses factures de vente, relancer ses clients, payer les factures qu'il doit, etc. Soit il les donne à quelqu'un d'autre. Le quelqu'un d'autre, ça peut être le collaborateur du cabinet d'expertise comptable. On est plus aujourd'hui dans une société où on a envie d'avoir du temps libre. Il y a 20-40 ans, dans le schéma traditionnel de la TPE artisanale, il y avait le boucher qui coupait la viande, la bouchère à la caisse, le charcutier, la charcutière, le boulanger, la vendeuse. Voilà, le boulanger et la boulangère. Aujourd'hui, ça fait bien 15-20 ans qu'il n'y a plus ce schéma-là. Dans les boulangeries, il peut y avoir une caisse automatique et c'est souvent plus la boulangère qui est là. Parce que sinon, il n'y a plus de vie de famille. Dans ces couples comme ça, artisanaux, il n'y a plus de vie de famille. C'est plus du tout ce qu'on souhaite aujourd'hui. Comme c'est plus ce qu'on souhaite, il faut quand même payer les factures qu'on doit. Il faut quand même relancer les clients. Alors évidemment pas quand on est dans le commerce, parce qu'il y a un paiement comptant, mais la petite société du bâtiment, il y a 30 ans, monsieur faisait les peintures et madame faisait la compta week-end et les factures et les relances. En gros, c'était ça. Aujourd'hui, il n'y a plus d'histoire de monsieur et de madame. Et j'en suis ravie. Alors, c'est pas qu'ils ont divorcé, c'est que il y a parfois une possibilité pour madame d'avoir une vraie carrière avec un vrai métier et ne pas être l'assistante de son mari. Et c'était des schémas qu'on voyait beaucoup il y a 20 ou 30 ans. Donc tout ça, c'est fini. Et donc pour répondre à ta question, comment je transforme les compétences, les premières compétences comptables des collaborateurs, je les transforme avec des compétences que je trouve équivalentes en termes d'exigence. Okay. Après, dans les cabinets d'expertise comptable, tu as aussi l'expert comptable, et c'est à l'expert comptable aussi de se transformer. Ouais. Et oui, se positionner sur les métiers de conseil, oui, ça demande un nouvel investissement et de nouvelles compétences. Faire de la gestion de patrimoine, c'est des vraies compétences. L'expert comptable retourne à l'école, il se reprend tout le code civil, il faut réapprendre beaucoup de compétences. Mais on peut le faire. Carrément. Nous, experts comptables, c'est notre ADN, le changement. On passe notre vie à être à l'affût des nouveautés sociales et des nouveautés fiscales. À la belle époque, par exemple, quand Sarkozy était président de la République, il y avait 4 lois de finances rectificatives par an et une loi de finances, en fait. Donc, en gros, on avait une fiscalité qui changeait tous les 2 mois. Sur le plan social, aujourd'hui, ne pas se tenir à jour des dernières jurisprudences en social, c'est pas possible. Donc, nous avons cet ADN dans la profession d'être à l'affût des nouveautés techniques. Et non, mais en plus, c'est super important pour les clients et les chefs d'entreprise. Moi, j'ai un grand-père qui dit un truc horrible, mais que je vais te livrer. Donc, il est italien, immigré, il arrive en France pour la reconstruction. Et il me dit, tu sais, Valentin, en France, il y a une chose que tu ne peux pas faire. Tu peux baiser la femme des Français, mais jamais les impôts. Et il a raison, tu vois, quand tu dis un truc comme ça, pas sur sa première partie, c'est un monsieur qui a 86 ans, etc., qui a connu la guerre, donc sur la première partie, on la laisse de côté. Mais sur la deuxième partie, il a raison. Nous, ce qui nous fait le plus peur en tant que chef d'entreprise, c'est la DGFiP et c'est les URSSAF. Parce qu'en réalité, on sait qu'à partir du moment où on met le doigt dans l'engrenage, on ne sait pas quand est-ce que ça sort, on ne sait pas ce qui peut se passer. C'est vraiment une source de stress qui est très très importante. Et tu vois, la semaine dernière, j'ai pris une amende fiscale de 150 balles. Je ne sais toujours pas pourquoi, c'est un truc diffus ou je ne sais pas quoi. Heureusement que mon expert comptable est là derrière. Parce qu'en fait, c'est rien, tu vois, 150 balles, je m'en fous, c'est pas le problème. C'est que de voir une lettre qui arrive à mon siège social, qui est la maison de ma mère, pour ne rien te dire, et ma mère qui m'envoie ce truc-là en photo à 22h, en fait, ça m'empêche de dormir. Parce que ça me tend. Non, mais c'est exactement le rôle que nous avons. On absorbe le stress du chef d'entreprise. Parce que nous, on sait c'est grave, c'est pas grave. Beaucoup de chefs d'entreprise nous font les photos, tout ça. Ils l'ont envoyé. Ils nous l'ont envoyé, c'est fini en fait. Ils sont soulagés. On va s'en occuper. On absorbe ce stress-là. Et c'est un moyen de se décharger pour le patron. Ah oui, alors on parle de charge mentale aujourd'hui.
On se libère de cette charge mentale-là. Le patron de TPE-PME, tu es dans une grosse boîte. Alors pour nous, les grosses boîtes experts comptables, c'est genre t'es 200 ou t'es 300. Ouais. Limite, t'as un directeur, t'as un DAF. T'as eu ce problème-là, tu reçois le truc, t'arrives, tu le mets sur le bureau de ton DAF, tu sais qui va s'en occuper, c'est fini. C'est plus ton problème. Ouais. T'es libéré. Chef d'entreprise de 10, 20, 30, 40, même 50 collabs, t'as pas de DAF. Tu vas le mettre sur le bureau de qui, ce souci-là? Tu fais une photo, tu l'envoies à ton expert comptable. Exactement. Quand mon père est mort, quelques temps après, évidemment, parfois je n'allais pas très bien, je suis allée voir un psy. Et le psy me dit, il y a 3 stress énormes dans la vie. Le premier, le décès. Le deuxième, le divorce. Et le troisième, le contrôle fiscal. C'était drôle. J'en avais pas conscience, tu vois. Et voilà. Et le troisième, le contrôle fiscal. Voilà, donc c'était... moi, j'ai l'impression d'être un criminel quand je reçois des trucs comme ça. Oui, et les lettres, même les lettres simples, sont très agressives. Je pense ça comme un truc. Moi, j'aimerais bien qu'on m'envoie des messages en mode merci Valentin ton petit Bernard, l'année dernière vous avez payé 347 000 euros d'impôts, la France vous remercie. Et non, pour 150 balles, t'es un grand criminel. Oui. Ça me stresse. Oui. Fermons cette parenthèse. Tu disais que la profession d'expert comptable avait du mal à séduire, ou en tout cas qu'il y avait vraiment des carences en termes de vocation ou même en termes d'employabilité de futurs experts comptables ou collaborateurs comptables. Comment tu l'expliques? Première question. Et deuxième question, qu'est-ce que vous, experts comptables, et notamment élus dans des institutions propres à la profession d'expert comptable, vous faites pour faire en sorte de rendre votre profession plus attractive? Alors pendant longtemps, on a cru qu'on avait un problème d'attractivité. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Après, on a étudié un peu les chiffres. Ouais. Il y a 5-6 ans, il y avait 140 000 collaborateurs dans la filière. On en a 180 000. Donc on a quand même 50 000 collaborateurs de plus dans notre filière. Ça veut dire qu'on est un peu attractif. Le seul truc, c'est que il y a de plus en plus de TPE-PME. Et en fait, il y a de plus en plus de chiffre d'affaires et de plus en plus de boulot. Et donc, la croissance du tissu économique français est en inadéquation avec les besoins de la filière. Et pour t'expliquer, et pour donner aussi un nouvel éclairage, quand je suis arrivée il y a 30 ans sur le marché, ça fait 30 ans, sur le marché du travail, il y avait 2 catégories de cabinets d'expertise comptable. Il y avait les big et il y avait les cabinets libéraux. Qui allait chez les big? Quel était le profil d'étudiants qui allaient chez les big? Tous les jeunes d'école de commerce. Donc les écoles de commerce étaient une fabrique à aller dans les cabinets d'audit. Et c'était le prestige. Depuis une dizaine d'années, avec des réflexions sur quel est le sens de la vie, quel est l'équilibre, vie professionnelle, vie privée, les jeunes d'école de commerce ne vont plus chez les BIC. Donc il y a 30 ans, l'école de commerce qui va chez les BIC et les IUT, BTS, Bac plus 2, Bac plus 4, de ces filières purement comptables vont dans les cabinets libéraux. Et depuis 10 ans à peu près, en gros, les big viennent prendre sur nos plates-bandes, en gros, des cabinets libéraux. Alors, il ne faut pas que ce soit mal interprété. Hein. Je veux dire, non, mais je veux dire, il n'y a pas les méchants, les gentils, les trucs, on est simplement différents. Mais tous les jeunes d'école de commerce, maintenant, ne vont plus du tout, en fait, dans la filière. Plus du tout. Oui, parce que la filière d'expert comptable, déjà, elle est mal connue. Oui. Elle n'est pas bandante sur le papier, oui. Parce qu'on se la représente mal, oui. On ne se la représente pas. Et surtout, tous les grands groupes ont des difficultés. Et donc, je ne vois pas pourquoi les big feraient exception. Moi, j'ai passé mes premiers entretiens chez EY. Quand j'étais au DGCE de Nancy pour faire un stage, je suis arrivé sur le parvis de la Défense, Tour First. J'ai dit jamais je n'irai bosser là-bas. Oui. Jamais. Alors qu'il y a 30 ans,
Moi, je rêvais de bosser là-bas. Ouais. Tu vois? Donc, il y a une nouvelle époque. Il y a une nouvelle époque et c'est vrai, ces schémas qui sont avec beaucoup d'heures, des transports, peut-être la pression, du stress et puis aussi un sens du métier, aujourd'hui c'est compliqué. Donc, par exemple, dans toutes les écoles de compta, aujourd'hui, sur 4 classes, par exemple, il y a 2 classes EY. Ok. En fait, les BIC ont aujourd'hui... Sponsorise. Ouais, sponsorisent. Et donc, les gamins, ils savent qu'ils iront faire leur stage chez EY. Après, ils sont chez EY ou c'est de l'alternance. Ils sont en alternance chez EY. Chez EY, ou KPMG, etc. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a voulu se positionner à l'ordre et avoir une école pour essayer aussi de faire le pendant de ces gros cabinets qui, eux, ont les moyens d'avoir leur propre filière, en fait. Moi, Virginie Roitman, avec mon petit cabinet de 12 collaborateurs, je ne vais pas dealer avec une école que je vais leur prendre 30 apprentis, une classe de DCG par exemple. Je ne peux pas le faire. Donc on essaye de le faire au niveau collectif. En fait, l'ordre, c'est un gros réseau d'experts comptables. Et les BIC sont aussi dans l'ordre, hein. On y est tous. Mais c'était pour répondre à ta question, comment on explique notre problème d'assèchement de la filière. Donc on l'explique comme ça, avec, c'est vrai, des métiers de l'audit, de la finance, qui sont remis en question intellectuellement par des jeunes aujourd'hui qui sont plus inquiets pour l'équilibre de la planète que pour les bidas voilà, c'est pour les bidas de Auchan. Ouais. Ce qui peut se comprendre. Donc déjà, il y a un problème d'attractivité et de changement de mindset intellectuel depuis quelques années de ces jeunes. Après, pour répondre à la question, qu'est-ce qu'on fait à l'ordre ? Ouais. Comment on augmente le flux ? Comment on augmente le flux ? Eh bien, on fait des campagnes de com. Là, il y a 1 ou 2 mois, on a sorti une petite campagne avec Natou. C'était marrant, tu vois, on essaye de parler aux jeunes pour les attirer dans la filière. Mais ça, surtout, c'est des vrais investissements, parce que Natou, avant de réussir à la toucher, c'est au moins une mission à 80 000. Donc ça veut dire que vraiment la profession d'expert comptable se donne les moyens de réussir à attirer des gens. C'est un vrai sujet. Je ne crois pas du tout qu'on ait payé Natou 80 000 €, mais c'est pas grave, c'est pas le sujet. Mais on a pris aussi pour une opération à l'Oimpo Redouane Bougueraba. Voilà, Bougueraba. Donc, donc, pour attirer les jeunes dans notre filière, les collégiens, les lycéens, on fait ce genre de... Ah oui, c'est très en amont. C'est même pas les étudiants, etc. Non, c'est vraiment les lycéens, les collégiens. Okay. Lycéens, collégiens, on essaye de leur expliquer que le métier, il est super. Et vraiment, il est super. On est vraiment accompagnateur du chef d'entreprise. Et je trouve que c'est un métier extraordinaire. Donc, on fait ça. Ensuite, il y a et on a réussi à mesurer que pour Parcoursup, eh bien, il y avait plus d'intérêt pour la filière. Incroyable. Donc ça marche. Après, on a les étudiants qui sont dans la filière. Et là, l'étudiant dans la filière comptabilité, finance, audit, soit ils vont en entreprise, soit ils vont en cabinet. Soit ils font d'ailleurs totalement autre chose. Ah oui. Donc il faut quand même les garder. Voilà, donc il faut les garder, donc on leur explique la vie de cabinet. Que la vie de cabinet, c'est plus comme avant, parce que nous, cabinet, on avait quoi ? La sale réputation, 1, de mal payer, 2, d'avoir des heures de travail à gogo. Il existe aujourd'hui beaucoup de cabinets avec des horaires normaux. On travaille 39 ou 35 et il n'y a pas d'heures supplémentaires. Ça existe. Et les salaires, de toute manière, vu que ça fait depuis 15 ans qu'on est en pénurie, on est bien obligé d'accepter les salaires. Alors nous, on râle expert comptable, chef d'entreprise, on trouve que c'est trop cher, mais on les a, les salaires. C'est quoi les salaires de la filière ? Tu as des chiffres là-dessus ? Ouais, alors il y en a, mais je crois que je ne les connais pas par cœur, mais j'ai envie de dire ça vaut combien un salaire d'un collaborateur qui a Bac plus 4-5, il est à
30-35. Ok, lui, il n'est pas expert comptable. Non. Et un expert comptable mémorialiste, ça coûte combien? Et un expert comptable tout court, ça coûte combien? Alors, expert comptable mémorialiste, 50-55. Ok, donc ça commence à causer. Ouais. Et expert comptable diplômé avec le DEC? Alors là, c'est plus quoi. Alors, un expert comptable diplômé avec le DEC qui débute, ben, on a une fourchette de 80-100. Alors, je te donne des salaires de région parisienne. Ok. Et puis après, il peut avoir un peu plus de bouteilles. Et après, Ça me paraît vraiment énorme. Enfin, ça me paraît vraiment beaucoup. On est d'accord que c'est des salariés, c'est pas des indépendants. oui, Ok. c'est des salariés. Mais tu vois, peut-être que c'est connu. En tout cas, moi, je le savais pas. Je savais pas que c'était à ces montants-là qu'on recrutait des diplômés experts comptables. Alors, l'expert comptable que tu recrutes à 80-100, Ouais. en fait, moi je suis présidente de l'Île-de-France, hein, donc je te parle de Oui, l'Île-de-France. En Île-de-France, tu as 80% des cabinets d'expertise comptable où il y a 5 collaborateurs. Ouais. Donc, à 5 collaborateurs, tu n'as pas les moyens de recruter un expert comptable à 80 ou à 100. Ouais. Tu vois, et tu n'as pas, dans un cabinet de 5 collabs, tu n'as pas 2 experts comptables quand c'est des missions traditionnelles. Hein. Ok. C'est quoi un peu les ratios? Un expert comptable pour combien de collaborateurs? 10-15. 10-15. Ok, très clair. Avec 100 000 euros par tête par collaborateur. Exactement. Des chiffres qui sont assez faibles quand tu regardes d'autres professions. On voit que les ratios par individu sont plutôt faibles. Et les marges du secteur, tu les connais ou pas? Les marges moyennes sur les opérations régaliennes, opérations exceptionnelles? Non, Ok. je ne connais pas les marges, mais je connais la répartition du chiffre d'affaires. On sait aujourd'hui que le chiffre d'affaires des missions d'accompagnement et de conseil, donc les missions qui ne sont pas traditionnelles, c'est 5-10%. Ok. Ce qui est faible. Et ce qui C'est va être faible. demain très important. Oui. Très clair. Moi, il y a un chiffre qui m'a choqué. Je regardais avant que tu arrives une étude Xerfi qui date de 2023 et c'est des chiffres qui vont jusqu'au 2021. Donc elle n'est pas tout à fait actuelle, mais en tout cas, les chiffres dont je vais te parler le sont. En 12 ans, les prix pratiqués par les experts comptables n'ont augmenté que de 5,6%. Par rapport à d'autres secteurs d'activité, c'est 30 points de moins sur des professions intellectuelles ou des services. Comment est-ce que tu expliques ça? Comment est-ce que tu expliques que la profession d'expert comptable, qui est une profession de gens qui sont diplômés, qui ont au minimum un bac plus 8, qui ont une profession intellectuelle à forte valeur ajoutée, qui sont main dans la main avec le dirigeant au quotidien, n'ait pas réussi de façon significative à augmenter leur prix ou n'ait pas pris le pli d'augmenter leur prix? Moi, quand j'ai vu ça, j'ai relu 3 fois l'information. J'ai été la confronter à d'autres études Xerfi qui avaient été publiées les années d'avant pour voir si c'était vrai. Et j'ai même contacté un mec de Statista pour qu'il puisse me le confirmer. Parce que ça m'a vraiment choqué. Non, mais je ne sais pas de quoi tu parles. On a eu le Conseil national de l'ordre là, a sorti des chiffres récemment. Ouais. On avait plutôt une croissance de 5% par an du chiffre d'affaires des cabinets d'expertise comptable. Oui, mais alors, je te parle des prix facturés. C'est-à-dire que Oui, la prestation de tenue comptable annuelle, Ouais. en 12 ans, n'a augmenté que de 5,6%. Les croissances de chiffre d'affaires, je les vois aussi. Mais c'est l'augmentation des prix. Moi, je ne comprends pas. Moi non plus, je ne comprends pas. Sachant qu'on sait que le chiffre d'affaires a augmenté. Donc la seule chose que je peux te dire, c'est qu'à ce moment-là, pour la mission traditionnelle de saisie, l'expert comptable a réinventé sur ses factures d'autres lignes pour valoriser les missions d'accompagnement ou les missions de conseil qu'il fait à un moment donné. Par exemple, concrètement parlant, il y a peut-être 20-30 ans, quand tu proposais un forfait comptable qui pouvait être à 400-500 euros par mois, il était compris par exemple le contrôle fiscal. Un contrôle fiscal, tu mettais tout là-dedans. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. C'est opération exceptionnelle. Donc, ce qu'on facturait 500 euros, peut-être il y a 15 ans, par mois, aujourd'hui, on va le mettre peut-être à 200 euros,
Et toutes les prestations exceptionnelles vont être facturées. Donc je ne sais pas, tu vois, ton étude Zerfi, Non, à quel niveau elle est. Elle était à un niveau qui était vraiment extrêmement granulaire et extrêmement Oui. fin. Je te la fournirai Ouais, tout à l'heure. avec plaisir. Et en gros, il prenait donc du coup le nombre de clients par cabinet. Donc on voyait cette augmentation du Oui. chiffre d'affaires par cabinet. Oui. Mais les paniers moyens n'avaient pas évolué et donc les facturations moyennes n'avaient évolué que de 5,7%. Donc en gros, à prestations identiques, le prix entre 2012 ou 2010 et 2022 n'avait évolué que de 5,6%. Donc on voyait cette augmentation du chiffre d'affaires, totalement alignée avec toi, mais par contre on constatait qu'il n'y avait pas eu d'augmentation des prix. Là où tu vois, les professions d'avocats ont augmenté leur prix de 36% sur cette même période, ou les notaires sur les opérations de conseil l'ont augmenté de 25%, on est resté chez les experts comptables à ce moment-là. Et je voulais savoir si vous aviez subi, entre guillemets, un dumping en termes de prix de certains acteurs qui étaient arrivés, ou si par le modèle d'abonnement qui existe moins chez les notaires et chez les avocats, finalement vous avez eu du mal à augmenter votre prix, ou s'il y avait d'autres raisons. C'est pour ça que je te posais la question par rapport à ça. Il y a un truc qui est évident, c'est que l'expert comptable ne sait pas vendre et ne sait pas facturer. Et cet handicap a été facile à cacher pendant longtemps lorsqu'on pouvait mettre tout dans un forfait fourre-tout. Bien évidemment que le changement de contexte économique et l'arrivée de nouveaux acteurs sur les marchés qui peuvent être les robots comptables ont créé une concurrence sur les prix, bien évidemment. Mais en fait, on ne parle pas du même métier, c'est ce que je disais au début de l'entretien. Entre un robot comptable et une prestation d'expert comptable, c'est pas la même chose. Donc ça a pu tirer les chiffres vers le bas. Il y a eu une hyperinflation de nouvelles obligations. À chaque loi de simplification, ça s'empire. Quand on a Nicolas Sarkozy qui supprime la taxe professionnelle, il le remplace par 3 imprimés, 3 taxes. L'expert comptable, il ne va pas dire au client déjà il croit que la taxe professionnelle est supprimée parce que là, il y a un rouleau compresseur médiatique qui explique qu'il n'y a plus cette taxe-là. Et donc, l'expert comptable n'ose pas dire au client, il ne l'a pas supprimé, 2, il le remplace par 3 imprimés et 3 taxes. Je donne un truc factuel. Bref, donc pour répondre à ta question, il est très possible que cette inflation administrative et cette complexité fiscale ait fait que les experts comptables n'aient pas suffisamment facturé ce qu'ils auraient dû facturer. Et souvent, il y a eu des prestations gratuites. Je pense que 70%, alors j'en sais rien, c'est moi qui sors ce chiffre, mais il y a eu beaucoup d'experts comptables qui, pendant le Covid, n'ont pas facturé ce qu'ils devaient. Il fallait faire des dossiers d'activité partielle, des dossiers de PGE, le fonds de garantie pour les chefs d'entreprise. Il y a eu beaucoup d'aides de l'État pendant le Covid. On sait très bien que qui dit aide, dit démarche administrative. Exactement. L'aide, elle n'arrive pas toute seule sur le compte en banque du chef d'entreprise. Donc, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a rempli la paperasserie fiscale. La plupart du temps, ça a été l'expert comptable. Faire une fiche de paye d'activité partielle, c'est chiant, c'est dur, c'est compliqué. En plus, les logiciels avaient un temps de retard sur la programmation. Pourquoi ? Parce qu'on avait la loi, en fait, était en retard sur le plan économique, donc on faisait des fausses... Bref. Donc tout ça, pour répondre, je te donne une explication à cette étude Zerfi, il est très possible que l'expert comptable ait loupé le coche de facturation complémentaire qu'il aurait dû faire pour rattraper cette charge de travail supplémentaire. Et mais je te garantis qu'on fera en sorte que l'expert comptable ne laisse plus jamais une chose comme ça se passer. Je suis contente que tu me le garantisses, mais ça fait depuis 3 ans, je pense que je suis la seule présidente d'avoir parlé facturation aux experts comptables. Ce qui est incroyable. Oui, exactement. Et souvent, je leur dis... Ce qui est le plus important, je pense que c'est au-delà de la facturation, parce que la facturation, on en entend parler, mais on la confond avec l'instrumentum facture.
c'est vraiment la politique de prix et la politique de facturation de l'expert comptable à destination de ses clients. Il y a d'abord un problème d'ADN. Souvent, Ouais. l'expert comptable pense qu'il a une délégation de service public. Ce qui fait que une nouvelle taxe, il ne va pas facturer. Qu'est-ce qu'on m'a dit, mais j'en ai... Alors, une fois, j'anime un truc, et c'était les aides quoi? Je ne sais même plus comment ça s'appelait, ces aides-là. Les aides énergie. Oui, les aides énergie, là, il y a 1 ou 2 ans. Donc, j'anime un truc, un expert comptable vient me voir et me dit, vous savez, j'ai fait les aides énergie pour tous mes clients. Trop content de venir parler à la présidente de l'ordre. Et je lui dis, mais chers confrères, vous les avez facturés? Ah ben non. Voilà. Donc on a un petit côté sauveur qu'on aime bien et on ne facture pas. Donc ça, je le dis, cette anecdote que j'ai répétée 10 fois, 20 fois, et je me dis que quand c'est la présidente de l'ordre qui le dit, osez facturer, on y va, on n'est pas corvéable à merci, on n'a pas une délégation de service public, c'est compliqué. Comment elle s'appelle Olivia Grégoire, justement, avec ses aides énergie, avait dit que les experts comptables le feraient gratuitement. On a en plus, parce qu'on a une tutelle, hein, donc on a en plus une tutelle qui aussi pense qu'on travaille gratuitement. On ne travaille pas gratuitement. Virginie, je t'ai déjà pris un long moment. Il nous reste 4 minutes pour cet entretien, même beaucoup moins, parce que j'ai un rendez-vous derrière et j'en suis désolé. Est-ce que tu as un mot de la fin pour peut-être ta présidence sur ces prochaines années? Je suis ravie d'être encore présidente pour continuer d'accompagner les experts comptables dans leur transformation. Et j'adorerais que nous continuions de grandir ensemble. Magnifique. Virginie Roitman, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé une deuxième fois. Le premier entretien du coup restera entre nous, mais j'ai passé un aussi bon moment la première fois que la seconde fois. Donc j'en suis très très content. Je te remercie pour tout et je te souhaite d'accomplir tout ce que tu souhaites accomplir. Merci beaucoup Valentin. Belle journée à toi, ciao. Au revoir.